Bonjour. Alors, j'aimerais bien partager avec vous quelques bonnes pratiques pour Python, comme étant les règles de codage et les bonnes pratiques à prendre en compte quand on développe sur Python ou bien d'autres logiciels aussi qui pourront faire l'objet de la même chose. En tant que data scientist, j'ai noté pas mal de choses sur comment on règle bien notre code et comment que pour l'objectif que ça soit lisible. Eh bien, la première chose, c'est commenter chaque fonction. Ici, c'est important en fait parce que le jour où un autre développeur va prendre la main sur votre code, ici pour qu'il reprenne, il vaut mieux que le code soit bien commenté. C'est quelque chose qui est simple, mais ici on parle plutôt de la fonction. En fait, chacune des fonctions doit être bien commentée. Eh bien, on pourra utiliser les double underscore doc, double underscore de Python pour faire ça. Je vais pas montrer techniquement, mais je vais dire verbalement, oralement. De quoi il s'agit, et puis dans d'autres vidéos on passera en fait sur le côté technique. Eh bien, après avoir donc commenté la fonction, il vaut mieux aussi de commenter chacune des lignes, surtout si on est dans un corpus de data science. Eh bien, là-dessus c'est important, mais c'est pas forcément qu'on va commenter toutes les lignes. Et du coup, c'est important en fait de mettre au moins le minimum. Ouais, c'est dans l'objectif que quelqu'un d'autre, quand il lise votre code, il sait bien de votre démarche, il sait bien de quoi il s'agit. Ensuite, fichier de .emd, ça c'est pour les gens qui guident leur code pour qu'ils mettent à disposition des autres. Donc, il vaut mieux aussi de bien régler le fichier .md où on met la démarche de l'exécution. Et du coup, pour ceci, il y a certaines façons de le faire. Et c'est pas juste un texte, mais il y a certaines façons de mettre les intitulés, le nom de paragraphe, comment on met en gras le texte, comment plein de choses pour que ça soit une démarche pour en fait reprendre le code. Eh bien, suivre aussi les règles de codage. En Python, on a PEP8. C'est des règles de codage, donc comment on écrit par exemple les noms de variables, comment on écrit les constantes, les noms de fonctions, comment ils doivent y être, et ainsi de suite. Donc il y a certaines règles de codage à respecter. Et généralement en Python on parle de PEP8. Dans d'autres langages il y a aussi la même chose. En fait c'était dans l'objectif pour que tout le monde code de la même façon. Et quand on change de boîte, puisque tout le monde utilise ces règles de codage, facilement en fait votre code serait tout le temps lisible et compréhensible. Eh bien aussi, on a une autre chose, c'est faire des dossiers tests. Donc on parle de tests. Généralement, on a beaucoup de tests. Il y a tests de déploiement, tests unitaires, plein d'autres types de tests. En Python, par exemple, le plus simple, NumPy test. Il vaut mieux consacrer un dossier pour faire les tests des fonctions, les tests sur les classes. Ceci est important. Après mes expériences, en fait, il faut dire que ça doit exister. Même si parfois les développeurs s'en zappent un peu, mais c'est important de le faire, de tester les fonctions, enfin tester plein de choses pour que en fait quand on passe notre code, on va dire effectivement ceci c'est un code valide, ou bien à moins que je l'ai fait tester avant de le passer soit sur le guide, soit à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse prendre la main. Travailler dans un environnement, ici c'est par exemple on peut travailler sur PyEnv de Python. Donc l'essentiel quand on fait un projet, il va falloir donc du coup travailler sur un environnement spécifique. Donc on travaille pas directement faire un fichier .py et puis travailler dessus. Mais non, il va falloir donc quand on fait un environnement Python, c'est un environnement où on va mettre notre package, en fait les librairies,
pour que après, quand votre projet va passer à quelqu'un d'autre, on a juste à installer ces librairies en fait. Et ici, on a pas mal de choses pour faire de l'environnement de Python, et que cet environnement là soit connu par tout le monde en termes de les packages, ses versions et tout ce qui a été utilisé dans votre code. Voilà. Donc gérer les fichiers pip, et c'est inclus parce que quand on fait un environnement, par exemple pipenv, il y a pyenv, il y a d'autres choses aussi. Poetry, c'est le dernier Poetry. Donc c'est le principe quand on fait pipenv install un nom de librairie. Et bien la librairie en fait, elle sera mise soit avec la dernière version en termes, c'est écrit étoile, je vous montrerai dans d'autres vidéos, soit en termes en fait de la version elle-même en termes de quand est-ce qu'elle est sortie, enfin en termes de version plutôt. Il vaut mieux en fait faire ceci, c'est important, hein. Ce n'est pas travailler, ouvrir un fichier et travailler direct, mais non, ça c'est préparer son environnement. Et puis quand on utilise une nouvelle librairie, donc on doit passer par le pipenv install ou bien par add ou bien d'autres choses. Ceci parce que pour quelqu'un qui va enregistrer ou bien utiliser votre code, il a juste à installer vos requirements. Donc après travailler sur Docker, ceci c'est plutôt il vaut mieux comme dans notre code, on déploie tout ça sur Docker parce que pour en fait on s'isole de l'environnement de par exemple Windows ou bien Linux. Généralement quand on fait Docker, on va plus faire on va pas être attaché au système d'exploitation. Du coup, votre code il sera de plus en plus utilisé par d'autres mondes si on fait du Docker, et c'est une sorte d'une virtualisation de votre code. Après, quelqu'un d'autre il a juste à builder votre image, ce qu'on dit une image. Et cette image contient dessus votre code et contient donc les fichiers, votre environnement de travail. Donc par Docker, tu as juste à en fait installer les packages et puis faire tourner votre code convenablement sans avoir d'autres relations avec le système d'exploitation ou les équipements système ou autre chose. Encapsulé, c'est-à-dire en termes du code, on va penser directement à faire de l'encapsulation. Eh bien, c'est-à-dire, c'est le principe de l'orienté objet, mais même si on fait du procédural, toutefois c'est toujours mieux d'encapsuler. C'est-à-dire, on fait toujours des fonctions et chaque fonction a un sujet bien défini et un retour bien défini. Et puis si on utilise les classes, chaque classe se consacre pour quelque chose bien défini. Et puis toutes ces définitions, c'est à eux, ils se communiquent ensemble pour effectivement répondre à un besoin. Et du coup, ceci c'est très important pour aussi la lisibilité de votre code, et aussi si ça rentre dans la bonne pratique de comment écrire sur Python ou d'autres langages aussi orientés objet. Je comprends que aussi Python on peut utiliser en procédural, on peut utiliser prendre un fichier from scratch et écrire les lignes, mais c'est pas des bonnes pratiques comme ça. Et la bonne pratique, c'est que on faire beaucoup de fichiers, si c'est le cas, si c'est beaucoup de code, et chaque fichier parle de quelque chose, ou dans chaque fichier, il y a des fonctions qui parlent de cette chose. Donc c'est le principe des encapsulations. Mettre les méthodes génériques au maximum, et donc pour les fonctions ou bien les méthodes on les utilise dans notre code, en fait ces méthodes doivent être génériques, c'est-à-dire ces méthodes-là doivent être réutilisables encore une fois par d'autres bouts de code. Et du coup
si on fait une méthode qui dépend des paramètres particuliers, cette méthode elle n'est pas vraiment générique. Donc on doit généraliser le maximum pour que cette fonction soit utilisée un tout partout. Et c'est le principe c'est parmi les principes aussi qui mettent en évidence ils font la différence entre un bon programmeur et un mauvais programmeur, un développeur. Sortir les paramètres, c'est lié. En fait, on ne va pas mettre les paramètres en dur. On va essayer de mettre même on peut faire un script qui lui contient les paramètres de l'application. Et ces paramètres, eux, ils vont être utilisés par les autres méthodes. Voilà, les autres méthodes dans d'autres scripts. Et donc l'idée c'est de sortir le maximum des paramètres. On met pas les paramètres en dur. Et aussi le fait que qu'on s'isole aussi du chemin, par exemple des dossiers ou l'emplacement des dossiers internes ou des scripts. Donc on essaie de faire quelque chose de très générique et les paramètres sont sortis à part. Pourquoi aussi? Parce que il y aura probablement un besoin pour que ces paramètres soient repris par d'autres programmes, mis à part ou bien d'autres langages, mis à part Python ou autre. Donc en fait, on va essayer si on voudrait bien appliquer les bonnes pratiques, de sortir au maximum les paramètres. Le second point, c'est faire un mail par script. Je trouve que ceci est pas mal parce que si on fait un main par script, ceci va nous permettre toujours de tester chaque script, pardon. Et du coup, si en fait nous voudrons tester un script particulier, eh bien si ce script ne contient pas un main, ben nous pouvons pas le tester. Eh ben pour ceci, il y a effectivement des scripts qui sont pas vraiment testables. Et bien dans le main, on peut prendre des paramètres minimales, ou quelques paramètres, l'essentiel pour que je puisse en fait tester la cohérence quand un script appelle l'autre. Donc ceci, je trouve que c'est important de le faire. Et puis il y aura un mail global, un seul mail pour lancer le projet total. Et puis donc on a réduire le code. Vous savez bien en fait que maintenant c'est un langage qui se base sur beaucoup de librairies. Donc on a des librairies qui nous donnent en fait beaucoup de choses qui sont prêtes. Je sais pas, comme les algorithmes par exemple, Camins, SVM, Scikit-learn, enfin beaucoup de choses. Donc ceci en fait on doit les utiliser et pour ne pas en fait inventer la roue et réécrire le code encore une fois, alors que le code ça pourrait être mis dans un package bien prêt. Et du coup, l'idée, c'est que on va essayer de réduire, on va essayer d'utiliser l'existant. Voilà, parce que maintenant en fait Python, quand on cherche quelque chose, généralement on la trouve. Et du coup, c'est l'idée de ne pas toujours programmer, mais l'idée c'est de voir si ceci existe. Et bien s'il existe, ben il vaut mieux l'utiliser. S'il n'existe pas, ben là-dessus je travaille et je code. Guider à la fin de chaque jour. Donc c'est-à-dire à la fin de chaque jour, admettons que vous êtes dans une boîte. Et l'idée ici de faire un guide, donc c'est-à-dire passer votre travail sur le guide pour que ce soit utilisable par les autres. Et du coup, ça permet aussi de ne pas perdre votre travail. On sait jamais si ça pourrait être votre ordinateur crash ou bien Linux crash ou bien peu importe. L'essentiel ici de guider et c'est aussi à l'idée de dire voilà si j'ai travaillé ce jour-là et voici qu'est-ce que j'ai fait. Bien, on peut toujours aussi guider à la suite de chaque fonctionnalité terminée. Mais si ça pourrait être le cas, c'est tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, je guide à la fin de chaque journée, même je suis en train de faire cette chose. Faire une conception, effectivement, puisqu'on parle d'un langage basé sur le scripting,
est basé, on peut en faire beaucoup de choses, comme la communication entre serveurs, travailler sur la base de données, faire des jeux vidéo, faire de la data science, faire plein de choses. Donc c'est un langage, c'est en fait la conception de votre code est primordiale parce que puisque vous allez faire beaucoup de scripts et parfois on peut se perdre. Donc la conception orientée, c'est déjà il y a des diagrammes d'UML qui permettent de faire ça. La conception, je trouve aussi que c'est parmi les bonnes pratiques pour que vous puissiez comprendre votre code et comment les scripts interagissent ensemble. Bien. Logging, c'est quelque chose en fait qui permet d'avoir trace à la suite de l'exécution de votre code. Et du coup, admettons que j'ai beaucoup de scripts qui sont lancés sur des serveurs sur le cloud, par exemple, ou sur d'autres serveurs que je ne vois pas. Et du coup, le fait de faire du logging, c'est-à-dire avoir des retours à la suite du fonctionnement de chacune de fonctions, c'est-à-dire avoir un fichier log où dans ce fichier log, il se dit bien que cette fonction a été exécutée à tel temps et puis est-ce qu'elle a réussi ou pas et du coup c'est quoi le résultat, si elle réussit pas, c'est quoi l'erreur et ainsi de suite. Et donc cette bonne pratique permet donc pour la suite de prendre tous ces logs à la suite de l'exécution de beaucoup de scripts. Admettons qu'on a sur des serveurs distants, sur le serveur de cloud, et puis admettons aussi qu'on travaille sur un grand projet. Et donc l'accumulation ou le fait de reprendre ces fichiers logs va nous permettre aussi après de les analyser et de comprendre où on peut s'améliorer et où on peut aller plus en loin dans notre code et c'est quoi les failles redondantes et etc. Fault tolérance. Ceci, en fait, ça permet, c'est parmi les principes qui permettent de dire, utilise try except, try catch, voilà. Utilise ceci, même dans le catch, tu mets quelque chose d'acceptable, mais elle aussi est passable, parce que dans le contexte où les serveurs se communiquent entre eux, l'idée c'est que les serveurs doivent tourner toujours, et même si j'ai une faute, ça doit pas me bloquer l'ensemble, mais au moins elle doit passer par quelque chose mais minime. Donc ici c'est le principe de la faute tolérance et en fait c'est la tolérance aux pannes. C'est-à-dire si j'ai une panne, j'informe parce que j'ai fait du logging. Même à l'heure actuelle, je passe avec le minimum et ça me permet d'avoir une exécution finale et ça permet pas de bloquer le code. Ceci donc c'est primordial dans toute fonction et les classes aussi utilisées. Le high availability, c'est un autre principe qui permet de dire ok, admettons que je déploie une application sur un serveur sur un serveur, par exemple je prends Django ou je prends qui expose sur le web, et bien tout d'un coup ce serveur tombe en panne bien sûr. Et du coup qu'est-ce que je fais? L'application là elle sera arrêtée et donc j'ai pas d'exécution finale, or que tout le back fonctionne convenablement, mais le front ne répond pas. Donc ici le principe de high availability, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on appelle du load balancing, c'est-à-dire si un serveur tombe, on peut basculer sur l'autre serveur qui lui aura la même fonctionnalité. Il sera toujours en écoute s'il y a une faille ou un problème sur sur l'autre serveur qui est son frère, on va dire. Et puis si l'autre tombe, on a toujours une réserve. Et cette réserve là, c'est l'autre serveur. Il pourra effectivement avoir moins de ressources en termes par exemple de mémoire, de disque dur et tout ça, parce que c'est un serveur de réserve, mais ça permet aussi d'avoir toujours une exécution finale, et c'est le principe du high availability. Reste à creuser plus en détail techniquement dans mes prochaines vidéos. Là-dessus, j'ai installé les extensions.
eh bien, effectivement, installer les librairies, ça c'est des choses que je l'ai dit déjà. Et en fait, utiliser les extensions, mais pas les extensions. En fait, c'est pas les librairies. Je me souviens, c'est les extensions quand on travaille sur un IDE. Par exemple, je prends PyCharm. Je peux prendre d'autres IDE. C'est l'environnement de développement intégré, EDI en français. Du coup, je dois installer les extensions. Par exemple, si je travaille sur PyCharm, il y a des sections pour l'extension .a.sh, même pour d'autres, par exemple YAML, d'autres extensions qui sont déjà prêtes, le CSV aussi. Pour Python aussi, c'est déjà inclus, mais si vous utilisez un EDI qui n'a pas ce principe des extensions, il faut trouver, ou bien il faut se diriger vers d'autres EDI qui met en évidence ce principe. Et parmi les principes de l'extension, en fait, ça permet aussi de vous suivre côté code, de vous corriger, de vous donner, si vous faites par exemple un point, de vous donner qu'est-ce qu'on a comme possibilité. Et en fait, ça permet aussi d'appliquer les principes de PEP8 quand par exemple on dépasse pas un certain nombre de caractères pour une seule ligne, je pense 120, ou bien d'autres choses. C'est les bonnes pratiques. Et ça permet aussi de vous coder vite en termes de code et vous soyez plus productif. Connaître les raccourcis de l'IDE. Donc ici, quand on prend PyCharm, il y a certainement des raccourcis qu'on doit les utiliser. Par exemple, mettre en forme le code. Par exemple, mettre en forme le code, c'est-à-dire bien régler les espacements, par exemple. Les bonnes pratiques, ça pourrait être ouvrir une fenêtre pour installer les librairies. Il y a beaucoup de bonnes pratiques, ou bien faire un recul par rapport à un tab. En fait, il y a beaucoup de raccourcis à connaître sur ceci. Et ça, c'est important parce que ça vous permet d'aller plus vite dans votre code, et ça vous permet de donner d'avoir un autre angle d'un bon développeur qui est très actif. Voilà. Et là, un jour, vous allez bien aimer votre éditeur de code, et comme ça, vous soyez à l'aise quand vous codez. Construire un environnement de développement, ça c'est déjà dit. Mais c'est l'environnement de développement. En fait, ici je voulais dire, c'est pas l'environnement de développement Python, mais avoir un environnement de développement, c'est-à-dire avoir un PyCharm, avoir le matériel nécessaire. Je dis, moi je suis je travaille sur Python, et mon environnement ça pourrait être construit par Linux, comme un système d'exploitation, un bon EDI. Je pourrais avoir un bloc-notes spécial aussi. Je pourrais avoir des logiciels qui me permettent de voir directement les machines distantes. Construire notre environnement, ça pourrait être dire, voilà, je prends ce cloud-ci parce que je le maîtrise bien. C'est un environnement de travail, c'est en fait c'est votre matériel, c'est votre arme dans ce monde de programmation, et c'est votre corpus de travail. Voilà. Développement du petit au grand. Ceci, donc l'idée, c'est quand on a un projet, d'accord, un grand projet, ou bien une idée à mettre en projet, l'idée principale, si on veut tout faire, on va rien faire. Mais donc pour arriver, donc l'idée c'est de faire quelque chose de petit, même elle n'est pas bien programmée, et puis on va l'agrandir au fur et à mesure. Et donc au fur et à mesure, on va faire des jalons. Ça pourrait être pour améliorer le code en premier lieu, pour mettre les bonnes pratiques, passer sur d'autres fonctionnalités, finir cette grande fonctionnalité, faire une autre.
et puis lier les deux ensemble. Donc en fait, c'est de faire beaucoup de jalons. Et à partir de là, ce que je pourrais dire de plus, c'est de faire quelque chose minime, mais qui tourne, même c'est des petites choses, hein, même c'est des petites choses. Et puis cette petite chose va devenir grand. Et donc l'idée ici, c'est de ne pas mettre, parce que si on veut tout faire, ça serait compliqué de faire tout ça d'un seul coup. Mais si on voudrait le faire vraiment, on va déjà utiliser, faire une petite conception, avoir décortiquer les idées, mettre chaque idée à part, puis je dis tiens cette première idée, qu'est-ce que je vais en faire? Ben je vais la développer comme ça. Mais pour la développer, ben, même si elle est encore grande, je vais déjà faire développer une petite fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, une fois le but est atteint, là-dessus, j'ai en fait du moral parce que je suis content. Je suis content que j'ai pu réaliser quelque chose. Et je sais bien que cette chose va être grand à la suite. Et donc, ça me permet aussi de donner un coup de pouce, en fait, pour mon code et pour aller vite dans mon projet. Et c'est ces bonnes pratiques, en fait, qui sont aussi mentales que techniques, ce sont des choses que tout développeur doit les mettre en tête. Et donc, je passe au suivant, une branche par fonctionnalité accomplie. Ceci veut dire que quand on travaille dans un projet, je pourrais faire en local, en termes de Git, ce qu'on appelle des branches. Et chaque branche, une fois je finis une fonctionnalité du projet, ceci, je l'affecte à une branche. Quand ils m'ont confié d'autres choses à faire, je ferai donc une autre branche. Et puis l'ensemble de ces branches va me faire une version. Et donc, si on parle de version, si on parle de beaucoup de branches qui arrivent de d'autres collaborateurs. Mais pour rester dans ce point, ici, c'est l'idée de bien ordonner votre principe de codage. Donc, voilà, c'est ici aussi, c'est parmi les très bonnes pratiques à mettre en évidence. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait ça. Si on le reprend, il fonctionne très bien et il répond à cette fonctionnalité. Ensuite, je fais la même chose pour d'autres fonctionnalités. Ça va me permettre d'avoir beaucoup de branches, mais sont bien organisées. Ensuite, une version par plusieurs fonctionnalités accomplies. Ceci dépend du manager qui va guider le projet, va dire ok, pour l'ensemble de ces branches-là, ils pourront présenter une première version. Voilà. Et après, il va falloir effectivement améliorer ces premières branches. Donc, il va falloir faire ceci, faire cela. Et bien là-dessus, on va aussi faire la même chose. Et de reprendre ce circuit en fait jusqu'à réussir le projet. Logique de décortiquer le code. Eh bien, ici, ça pourrait être vu de deux façons. La première façon, c'est quand on programme, on voudrait faire quelque chose qui fonctionne. C'est l'idée à partir d'une idée, on la décortique en plusieurs sous-idées, et chaque sous-idée en des sous-idées. Et puis, on commence par quelque chose de minime, et puis on remonte. Et puis on l'agrandisse, et puis toute fonctionnalité va interagir avec les autres. Et aussi, ça pourrait être vu comme si j'ai un code et je comprends pas, là-dessus, je décortique, c'est-à-dire, si j'ai des codes avec, je sais pas, avec des scripts différents, eh bien, pour comprendre, j'essaie de faire tourner les fonctions qui sont dans le script, d'essayer de décortiquer, j'essaie de le tester à gauche et à droite, de mettre des commentaires, et puis une fois j'ai mis des commentaires sur chacune des fonctions, là-dessus je pourrais comprendre parce que j'ai juste à lier les idées que je les écris déjà, et puis pour comprendre à la suite ce que le script fait. Une fois je comprends, je mets aussi un descriptif pour ce script si la chose n'est pas faite, et je fais pareil pour les autres scripts, puis je lis les idées. Donc c'est la logique de reprendre le code de quelqu'un d'autre, et bien de le comprendre. Débugger l'erreur,
C'est un peu lié, mais ceci, ça rentre dans la logique de comprendre aussi le code de quelqu'un d'autre. Eh bien, en faisant, par exemple, je pourrais déboguer le code en le faire tourner dans le cas où je voudrais tester quelque chose. Et par PyCharm, par exemple, ça permet, il y a des outils qui nous aident à faire ça. Ou bien les outils manuels, c'est-à-dire après chaque fonction, soit je stoppe pour regarder le résultat de l'instruction précédente, ou bien je pourrais totalement faire des prints ou bien faire d'autres choses. Mais l'essentiel, c'est d'aller pas à pas dans les instructions, et c'est ce qu'on appelle le débogage du code. Je pourrais toutefois utiliser PyLint. Pylint, donc c'est une librairie Python, mais il y en a d'autres, qui permettent de vérifier la consistance de votre code. Est-ce qu'il suit bien l'environnement, les règles de codage PEP8 déjà existantes? Est-ce que votre code est cohérent? Est-ce qu'il n'y a pas une variable qui n'est pas utilisée mais elle est mise? Et du coup, il vous donne un score. Donc, finalement, sur chacune des scripts, si vous le tournez sur Pylint, vous aurez un score sur 10. Et ce score va permettre de se positionner par rapport aux bonnes pratiques. Et ça, c'est très bien, en fait, je pense. C'est pas nécessaire si vous avez la main déjà sur ces bonnes pratiques. Sinon, aussi c'est pas mal en termes de se montrer qu'on est pas mal, qu'on est bon. PyTest ou d'autres types de tests, il vaudrait mieux les utiliser, mais ça c'est déjà, je l'ai déjà invoqué ce point-ci. Le PyTest, ça doit toujours exister. Mais je le lis par le fait de faire des décorateurs. Les décorateurs, ce sont des annotations qu'on les met sur au-dessus des fonctions, par exemple, ou des classes, et ça qui permettent de donner plus de faire tourner la fonction, mais à partir d'une autre fonction, et que cette dernière ajoute des choses en termes, par exemple, de tester ou en termes de faire du logging ou en termes d'ajout d'autres fonctionnalités qui viennent de l'extérieur. Ces annotations, comme par exemple statique ou bien d'autres choses, il vaudrait mieux les utiliser. Il vaudrait mieux avoir probablement un dossier de décorateurs. Et ces décorateurs, c'est les décorateurs génériques. En fait, je vais dire, c'est l'ensemble que je vais utiliser par la suite dans tout mon code. Et ça permet aussi de réduire la quantité de code. Et ça se permet, c'est très bien, je pense. Euh, donc ça permet de ne pas réécrire le code et l'ajouter d'autres fonctions. Si je peux effectivement faire dégager une méthode qui sera appliquée sur tout le monde, ça serait bien. Voilà, c'est parmi les très bonnes pratiques quand on code sur Python. Voici donc l'ensemble. J'ai, je pense, 29 points. Je vous ai parlé de 29 points. Si vous avez d'autres points, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Si vous voudriez que je creuse plus d'autres points ou d'autres sujets sur le codage Python, n'hésitez pas à me solliciter pour ça et m'en parler, surtout sur les commentaires, ou bien m'envoyer un message privé. Merci pour votre attention et à la prochaine.